Bonsoir, chers amis téléspectateurs de votre chaîne nationale GRTS. Nous espérons que vous avez passé une très belle fête de l'indépendance. Merci d'être au rendez-vous sur votre magazine Fin Mag de la semaine pour un petit tour de l'actualité ici en dehors de chez nous. Votre ami Cheikh Diouf pour vous présenter ce journal. Le président de la République, son Excellence Adama Barrow, a fait appel à l'unité nationale, la paix et le patriotisme dans son discours marquant la 55e anniversaire de l'indépendance du pays à Makati Square à Banjul. Tout aussi dans son discours, le chef de l'État a conseillé aux Gambiens de se démarquer des différences politiques et techniques pour un développement national à travers la dur labeur, la tolérance et la maturité politique. Les Gambiens ont célébré l'indépendance des 55 années de la Gambie avec un espoir renouvelé en vue de l'atteinte de développement considérable. Les commentaires ont été faits durant une cérémonie colorée à Makati Square à Banjul. C'est dans un effort national avec la célébration de la journée d'indépendance observée en grand style. La Gambie à 55 ans a été liée à une dure journée de labeur et de sacrifice par des citoyens patriotiques de la nation, particulièrement par les pères fondateurs. Le leader gambien est arrivé dans un geste modéré dans la place, saluant la foule de célébrants, suivant vivement la procédure. Les visions de cette célébration de l'indépendance, des 55 années d'indépendance de la Gambie demandent un continuel patriotisme, une paix, une unité et une tolérance dans le pays pour un meilleur développement. Le président Barrow a parlé du futur, faisant appel aux Gambiens de se désister de toute forme de division, de maintenir la discipline nationale pour une Gambie unie et progressive. Cette année de célébration d'indépendance des 55 années vient peu après le rapport de l'AMF indiquant 6% de développement économique. Le nouveau développement du pays est lié à la bonne gouvernance et une bonne gestion des ressources par le président Adama Barrow. Adja Maria Mandiaye, French Mag. Cérémonie grandeur nature à Banjul en Gambie ce 18 février, civils et militaires ont marqué le pas pour célébrer l'indépendance du pays. 1965-2020, la République sœur de la Gambie fête ses 55 ans d'accession à la souveraineté internationale. Ici à la place Makati Square, les Gambiens se sont donné rendez-vous. Son Excellence Bassirou Sène, l'ambassadeur du Sénégal, est ici aux côtés du président Adama Barrow pour livrer justement le message de solidarité du président Macky Sall. D'abord au président Barrow que je viens de saluer tout de suite pour lui transmettre les chaleureuses félicitations de monsieur le président Macky Sall. Le Sénégal et la Gambie constituent une seule et même nation, bien que séparés en deux États. Et nous vivons cette communauté, cette solidarité ensemble dans la démocratie et la paix. Aujourd'hui, le message du président Barrow a été très clair. La paix, la stabilité, la sécurité. Autre réalisation majeure soulignée, le renforcement de la paix avec l'installation de commissions de réconciliation. Il y a la volonté de réconciliation à travers le TRC. C'est un tribunal transitionnel. La commission de réconciliation. Voilà, la commission de réconciliation qui permet d'entendre ceux qui se reprochent quelque chose et qui, en expiant, en reconnaissant leurs fautes, expie et demande pardon à la population. Ça, c'est un pas extrêmement important. L'autre élément, c'est la commission contre la corruption. Ils ont mis en place un comité pour la corruption et les droits de l'homme. C'est la première fois que ça existe dans ce pays. Il y a aussi ce qu'on peut appeler la commission des droits de l'homme aussi. C'est un autre aspect aussi extrêmement important. Élu au suffrage universel il y a 3 ans, le président Adama Barrow a tenu à respecter ses engagements. Des efforts considérables ont été consentis pour améliorer les conditions de vie des Gambiens. Today,
Aujourd'hui, nous pouvons célébrer la démocratie et la bonne gouvernance. Cela a été démontré par des dialogues sociaux à travers les partis politiques et le niveau de vie ici en Gambie. L'armée, sous la directive du colonel Rabiatou Diadjou, a gratifié le public de belles prestations. Ont aussi défilé élèves, étudiants, instituts de formation et sportives, ici à la mythique place de Makati Square. Le concept Armée-Nation a été redynamisé à l'occasion. Comme de la célébration de l'anniversaire de l'indépendance de la Gambie, il choisit l'équipe de Frangmag sur le terrain à recueillir les propos de l'ambassadeur du Sénégal en Gambie et l'ambassadeur de la Guinée-Bissau ici en Gambie que je vous propose de suivre. D'abord au président Barrow que je viens de saluer tout de suite pour lui transmettre les chaleureuses félicitations de monsieur le président Macky Sall. Le Sénégal et la Gambie constituent une seule et même nation, bien que séparée en deux États. Et nous vivons cette communauté, cette solidarité ensemble dans la démocratie et la paix. Aujourd'hui, le message du président Barrow a été très clair. La paix, la stabilité, la sécurité. Et il a pu mettre en exergue toutes les actions qu'il a pu poser depuis son installation, mais surtout en mettant en exergue la lutte contre la corruption, la bonne gouvernance et la stabilité du pays dans l'éducation pour les jeunes et les perspectives pour l'emploi pour les autres. Mon sentiment, c'est de fierté. Un pays africain qui vient de célébrer son indépendance. 55 ans d'indépendance. L'Afrique est déjà vieille. On commence à penser à résoudre nos problèmes nous-mêmes. On commence à penser à développer nos pays sans problème. Voilà précisément, on doit penser à l'intégration africaine. Parce qu'en unité, on pouvait faire beaucoup. Seul, on ne peut pas. Il faut être unis, pour développer nos continents et nos pays. Je pense que la nouvelle génération de politiciens africains, ils ont en route que les ancêtres ont laissé et on va poursuivre ça. Un groupe de chercheurs locaux a mené une recherche dynamique sur les paiements numériques et l'inclusion financière en Gambie, en mettant l'accent sur la façon dont le coût de l'argent mobile entrave l'adoption en Gambie. La convergence qui a attiré des parties prenantes, notamment la Banque centrale de Gambie, le ministère des Finances, entre autres, visait à partager les résultats de leur étude avec les partenaires concernés. L'inclusion financière en Gambie reste fiable malgré les initiatives d'argent mobile. Dans la volonté de se passer de l'argent liquidé, une série de facteurs sont envisagés afin de compenser le pourcentage élevé de personnes n'ayant pas accès aux services financiers et aux banques. La Gambie compte un grand pourcentage de propriétaires de téléphones portables, ce qui se reflète toutefois par la réalité des utilisateurs d'argent mobile car seuls 2% d'entre eux ont accès à l'argent mobile. 80% de la population adulte est financièrement exclue. Les efforts pour travailler sur un document de politique nationale contribuent grandement à atteindre les objectifs de développement durable. La Gambie a vu 2 opérateurs GSM au cours des 4 dernières années fournir des services Q-Money ici Africell et QCell, l'un des partenaires de cette recherche était Q-Money qui a eu la prévoyance d'introduire des services à valeur ajoutée pour leurs clients à une époque où la Gambie était le seul pays d'Afrique de l'Ouest sans service d'argent mobile. Au milieu du manque de données et des coûts associés d'entreprises a vu la nécessité d'introduire les paiements numériques. Le chercheur principal de l'équipe de recherche, Dr Hamidou Diawara, a donné son expression générale et des recommandations après leurs conclusions, les principales conclusions étant le coût élevé des services d'argent mobile.
Le manque de confiance, le nombre insuffisant d'argent et le manque d'information, la stratégie d'inclusion financière prévoit cependant une utilisation de 70%. Cela au milieu de 38% de la population gambienne étant analphabète et la migration irrégulière pourrait être un obstacle majeur qui appelle à plus d'actions et d'investissements majeurs pour réaliser le programme de développement. Ramataba Frenchman. Le ministère de l'Agriculture, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et les partenaires locaux ont convoqué mercredi une réunion d'une journée pour valider la stratégie horticole nationale 2020-2024 dans un hôtel local à Kololi. Le document vise à soutenir la réalisation des objectifs du plan national de développement de la Gambie, de moderniser l'agriculture en particulier pour promouvoir le développement de la chaîne de valeur en horticulture de manière coordonnée et durable. La Fédération d'horticulture nationale de stratégie 2020-2024 insiste sur la réalisation de l'objectif du plan de développement national de l'agriculture et les efforts pour la réalisation de l'horticulture du plan majeur 2020-2035. Le document dressé comme stratégique par les officiels a été révisé par un des participants, Dr Tidjane Diallo, par le biais de la FAO. Cette rencontre a ramené l'ensemble des actionnaires travaillant dans le secteur de l'horticulture pour finaliser le document stratégique. Le député du ministère de l'Agriculture et Mamadou Mbaye Djabang, secrétaire permanent, ont noté que le document de stratégie va renforcer les efforts pour accélérer et soutenir le secteur de développement de l'horticulture pour l'atteinte de sa sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté, aussi bien contribuer au nombreux développements et transformations sur le plan socio-économique de la Gambie. M. Djabang a ajouté que beaucoup de programmes ont été réalisés par le gouvernement et ses partenaires envers la transformation du secteur de l'agriculture afin de couvrir les besoins des cultivateurs. M. Boudi Rampedi, représentant de la FAO au niveau du pays, a souligné l'importance de l'agriculture et assuré le support de son bureau. Selon les officiers, il est estimé que 120 hectares est à peu près convenable pour l'horticulture, lequel est sûr pour être utilisé. Sergio Freigman. Allons maintenant voir le côté sport de cette semaine nationale et internationale. L'école secondaire de deuxième cycle de Bansang a repris sa position de championne du championnat d'athlétisme des régions du centre et du Haut-Fleuve. Le lycée de Kawour a sécurisé sa première victoire qui est l'un des succès régionaux les plus excitants de tous les temps. Ce fut un week-end mouvementé d'athlétisme dans la région de Bansan, dans la région de Centre où les écoles de la région administrative de Djandjambouré et de la région Opariva se sont à nouveau réunies pour participer au championnat régional d'athlétisme. Comme les autres régions, la compétition a été difficile avec des athlètes qui se disputent les qualifications pour le championnat national d'athlétisme pour assurer la gloire au niveau régional. Et les champions en titre de la région de Bansan ont rapidement annoncé leurs intentions dès le premier jour où ont remporté la plupart des épreuves sur piste. Mais des niveaux proches comme les écoles secondaires d'Amité et de Nanija n'ont pas abandonné leurs efforts pour mettre fin à la domination de Bansan. Il y a eu aussi des compétitions houleuses dans la catégorie des écoles élémentaires supérieures avec des athlètes talentueux émergent qui l'ont rendu plus intéressant et compétitif. Parmi eux se trouvent Aïssatou Sy de Kaourou et Pierre Mané à l'école secondaire de Kountin qui ont tous remporté toutes leurs épreuves individuelles sur 1500 mètres à 3000 mètres respectivement. Arjuma Balde de l'école secondaire de Bansan a réussi à maintenir sa domination dans les cours de demi-fond en défendant son titre aux 5000 mètres. Dans les épreuves sur le terrain, Djaria Tumbalo de Saint-Thérèse a rapporté le saut
en hauteur pour la catégorie des écoles secondaires après avoir sauté 1,5 m, tandis que Yamadou Baldé de lycée Amitié a remporté l'épreuve du lancer du poids 13,91. À la fin des 3 jours de championnat d'athlétisme, l'école secondaire est sortie première avec 474 points et Gauro a remporté la catégorie des lycées avec 316 points. Le reste du monde a battu la Grande-Bretagne et l'Irlande lors de Ryder Cup du club de Fadjara pendant le week-end sur le terrain du golfe de Fadjara. Le professionnel gambien Doudou Gassama a défendu son titre et a remporté le Ryder Cup pour la 4e fois. La Ryder Cup se joue partout dans le monde entre la Grande-Bretagne et l'Irlande contre le reste du monde. Au club de golf de Fadjara où il se déroule chaque année, tous les membres participent à la plus grande compétition de la saison. La compétition était divisée en 3 catégories séparant les caddies, les pros et les amateurs. Le tournoi caddie vise à motiver les jeunes joueurs à devenir des golfeurs professionnels à l'avenir. Youssoufa Diamé a remporté le premier prix de la catégorie caddie pour la première fois. Des prix ont été décernés pour la plus longue tir Ibou Diadjou et la plus longue putt par Souleymane Diadjou. Le star du golf Doudou Gassama est sorti champion pour la 4e fois dans la catégorie professionnelle. L'incroyable local golfeur a exprimé sa joie à la suite de son travail acharné. La plus jeune golfeur gambienne Mariama Diallo a expliqué qu'elle était inspirée par les professionnels golfeurs et d'autres amateurs. Le président du Fadjara a exprimé sa gratitude aux partenaires qui soutiennent constamment le club dans l'organisation de la Ryder Cup depuis 8 ans. Dans la catégorie amateur, le reste du monde a battu la Grande-Bretagne, réalisant une performance solide et impressionnante. Des certificats ont ensuite été remis à chaque golfeur qui a participé à la Ryder Cup 2020, qui resterait un moment historique pour les golfeurs du club Fadjara. Victime de crise raciste, Moussa Merengue quitte le terrain en plein match à la 69e minute. C'était trop pour Moussa face aux crises racistes venant des gradins à l'attaquant franco-malien de Porto au Portugal. Sous une pluie incessante, le FC Porto et Vitória s'affrontent dans une rencontre banale en première ligue portugaise dimanche. À la 60e minute, Moussa Marega inscrit un but décisif. Des chaises sont jetées sur le terrain. Marega célèbre son but en utilisant l'une d'elles. Il écope d'un carton jaune. Durant les 10 minutes qui suivent, le joueur de nationalité malienne est alors la cible d'insultes racistes venues des tribunes. À la 68e minute, Moussa Marega décide de quitter le terrain et demande son remplacement. Le coach lui accorde, exaspéré par les supporters. Marega dira ensuite: avec les insultes que je reçois, avec les cris de singe que je reçois, je ne pouvais pas continuer à jouer sur cette pelouse. L'ancien attaquant du club d'Amiens a aussi réagi sur les réseaux sociaux. Je voudrais juste dire à ces idiots qui viennent au stade pour faire des cris racistes, allez vous faire voir. Et je remercie aussi l'arbitre de ne pas m'avoir défendu et de m'avoir donné un carton jaune parce que je défends ma couleur de peau. J'espère ne plus jamais vous retrouver sur un terrain de football. Vous êtes une honte. Des événements fréquents dans le monde du football. Au Portugal, c'est pourtant la première fois qu'un joueur quitte le terrain, victime d'insultes racistes. Les journaux ont condamné unanimement le comportement des supporters, allant jusqu'à parler de crime. Le gouvernement s'est lui aussi exprimé. Nous devons tous lui exprimer notre solidarité et notre dégoût total pour ce genre de comportement. J'espère que son attitude servira d'exemple afin que cela ne se reproduise dans aucun autre stade et que les autorités agiront pour empêcher que cela advienne de nouveau. Le Premier ministre a annoncé que les responsables seraient identifiés et punis. Il pourrait à minima se voir exclure des tribunes.
Les nouvelles hors du pays vous est données par Euronews. En Chine, la situation resterait sous contrôle, assure le secrétaire général de l'Organisation mondiale de la santé. Ce sont désormais près de 70 000 personnes qui ont été contaminées par le nouveau coronavirus au niveau mondial. 68 000 sont localisées sur le territoire chinois. Pour la troisième journée consécutive, la hausse du nombre de cas ralentit selon les autorités chinoises qui font par ailleurs état de plus de 1600 morts en Chine continentale. Les autorités ont-elles tardé à réagir? Le régime chinois a révoqué vendredi les plus hauts responsables politiques du Hubei et de Wuhan. De son côté, le porte-parole de la Commission nationale sanitaire a déclaré que les mesures de contrôle et de prévention auraient, je cite, donné des résultats. Selon lui, la proportion de cas graves aurait baissé depuis le pic du 27 janvier. Fin de citation. Mais la prudence est de mise pour l'Organisation mondiale de la santé qui a jugé samedi qu'il était beaucoup trop tôt pour faire des prévisions sur l'évolution de la maladie. Le virus s'est par exemple répandu sur le paquebot de croisière qui se trouve en quarantaine au large du Japon. Dimanche, 355 cas avaient été comptabilisés, 70 de plus que samedi sur un total de 3700 personnes initialement à bord. Plusieurs pays comme les États-Unis, le Canada et l'Australie se préparent à évacuer leurs ressortissants pour les placer 14 jours en quarantaine dans leurs pays respectifs. Au Royaume-Uni, le nombre d'alertes émises à travers le pays était un niveau record avec les fortes pluies qui connaissent le Royaume-Uni ces dernières semaines. L'ouest de l'Angleterre et le pays de Galles se sont réveillés sous les eaux après le passage de la tempête Dennis qui a soufflé à plus de 150 km/h. À certains endroits, l'équivalent d'un mois de pluie est tombé en à peine 48 heures. Nous allons rester ici. Je n'ai pas encore ma prothèse de hanche, donc je ne peux aller nulle part. Cette brutale montée des eaux a coûté la vie à une quinquagénaire près de Tenbury en Angleterre. Les alertes aux inondations sont toujours en vigueur dans de nombreux secteurs, atteignant un nombre record. Le niveau des eaux ne va pas beaucoup évoluer dans les prochaines 24 ou 48 heures. Et c'est un problème car des maisons, des entreprises et des routes sont inondées. Ça ne va pas s'améliorer très vite. Les transports restaient encore perturbés ce mardi, notamment du côté ferroviaire. L'armée a été déployée dans le West Yorkshire, durement touché par les intempéries. Et de nouvelles inondations d'ampleur pourraient encore survenir, prévient l'Agence britannique de l'environnement. À terminer l'international par le cinéma, Ed Ben Haddou au Maroc a servi le toile de fond à Game of Thrones. Avant ça, Lawrence d'Arabiou ou Gladiator sont passés par là. Les locaux veulent maintenant s'appuyer sur le cinéma pour booster le tourisme. Les fans de Game of Thrones auront sûrement reconnu Yunkai. À une trentaine de kilomètres au nord de Ouarzazate, la Mecque du cinéma marocain, Aït Ben Haddou a servi de toile de fond à la série à succès. Mais avant de devenir la ville de Daenerys, cette forteresse est apparue dans plusieurs films tels que Gladiator, La Momie ou Laurence d'Arabie. Contrairement à d'autres lieux de tournage, Aït Ben Haddou reste encore méconnu du grand public. Une reconnaissance que les habitants sont impatients d'obtenir. Nous voulons faire un musée du cinéma ici dans la Casbah Aït Ben Haddou pour promouvoir le patrimoine cinématographique. Quand les gens entendent parler d'Aït Ben Haddou, ils pensent à des films comme Game of Thrones, Gladiator et Laurence d'Arabie. Pourtant, il y a d'autres films qui ont été tournés ici et que les gens ne connaissent pas. L'histoire entre Game of Thrones et Aït Ben Haddou n'est peut-être pas terminée. HBO a commandé un préquel de la série intitulé House of the Dragon. Gigi Martins, l'auteur des livres, a d'ores et déjà confirmé que le tournage aurait lieu au Maroc. C'est sur cet élément que votre magazine prend fin. Nous vous donnons rendez-vous à la semaine prochaine. Mais avant de vous quitter, nos remerciements à l'équipe qui ont tenu à ce programme, à la caméra Ibrahima Badji, à la technique Mohamed Diatta, au montage Siaka Kanté. Entre-temps, nous vous souhaitons de passer une excellente fin de semaine et restez
surtout avec le reste du programme de la télévision nationale GRTS. Au revoir.